Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le réchauffement climatique va-t-il bouleverser le transport aérien? Voilà le thème de notre débat avec mes invités. Je commence par Nicolas Gourdin qui est avec moi en plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ISAE Supaéro, école d'ingénieurs évidemment, très connue. Et avec nous en visioconférence, Emilia Sanchez, bonjour, qui est chercheuse senior au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. Bienvenue à vous, est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement. Ça fonctionne, l'image, le son. Vous coordonnez, Emilia Sanchez, une recherche autour de ce thème de l'impact du réchauffement climatique sur le transport aérien. J'avoue que j'ai été assez surpris en préparant l'émission. De quel risque parle-t-on, Emilia Sanchez ? En fait, on parle de plein de phénomènes. Justement, on avait initié ce programme de recherche à Toulouse parce que Toulouse, à part d'être la ville grosse aussi, la capitale de la recherche en aérospatiale. Donc, on a monté un groupe de recherche multidiscipline pour justement évaluer et répertorier tous les possibles risques qu'il pourrait avoir dans les changements climatiques, comment les changements climatiques pourraient affecter les transports aériens. Il y a plein de risques. On peut citer des risques, comme on dit, nous les appelle les impacts directs. Ça peut être l'augmentation des températures qui difficulte énormément les avions pour les décollages, la turbulence dans l'atmosphère, les augmentations des niveaux de la mer sous les aéroports qui se situent sur les côtes, les cyclones tropicaux, les orages, les tempêtes. Mais on peut aussi parler des impacts indirects, par exemple les changements des descentes touristiques, notamment par exemple ce qui peut se passer en Europe, dans le sud de l'Europe, un changement de demandes touristiques dans les saisons estivales par rapport par exemple à une demande plus forte dans le nord de l'Europe. Tout ça, ça peut effectivement bien affecter tous les transports aériens. Et aussi ce qu'on appelle la honte des volets. La honte des volets, les gens sont un peu plus réticents à prendre l'avion en ces moments. Et voilà, tout ça, c'est tout une sorte de phénomène qui pourrait bouleverser les transports aériens. Notre rôle, c'est essayer de les identifier et de les étudier. Alors, je vais reprendre certains des risques que vous avez cités, les avions cloués au sol par la chaleur, le risque de submersion des aéroports ou encore les turbulences accrues en vol. Nicolas Gourdin, ce qui m'a le plus surpris, peut-être que je ne suis pas le premier à vous le dire, c'est qu'un avion puisse être collé au sol à cause d'un pic de chaleur. Donc, vous l'avez étudié, ça veut dire quoi? C'est à partir de quelle température, quel type de pic de chaleur? Et puis peut-être aussi, qu'est-ce que ça provoque? Pourquoi ça empêche un avion de décoller? Alors, effectivement, on a eu plusieurs précédents, notamment en 2017 sur l'aéroport de Phoenix, où on a eu quelques dizaines de vols qui ont été annulés à cause des chaleurs extrêmes. On parle de température au sol voisine de 47-48 degrés, ce qui est quand même assez phénoménal. On a eu plus récemment aussi sur l'aéroport de Dallas, pas plus tard que cette année, vous avez probablement entendu parler du fameux dôme de chaleur auquel les Américains ont fait face, et qui a vu aussi quelques dizaines de vols, du coup, sur l'aéroport de Dallas annulés à cause de ça. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir des difficultés pour décoller ou atterrir? Eh ben, en fait, vous le savez sans doute, mais les avions ils génèrent leur portance en s'appuyant sur l'air. Or, quand les températures augmentent, eh bien, l'air devient moins dense et donc pour les avions, c'est plus difficile de générer de la portance. Alors, c'est jamais quelque chose de binaire, c'est-à-dire il n'y a pas une température à partir de laquelle on ne pourra plus décoller, mais ça va se traduire en fait par la nécessité de diminuer la masse embarquée. Et donc, très concrètement, ça veut dire que vous pouvez peut-être décoller, mais pas avec tout le monde. Alors, comment vous choisissez effectivement les passagers qui ont le droit ou pas d'embarquer? Mais c'est là que votre étude, elle est passionnante, parce qu'elle est très concrète. Ça donne des outils aux acteurs du transport aérien, j'imagine, puisque vous travaillez pour eux avec cette étude, pour imaginer des solutions, c'est ça? C'est l'objectif? Alors, imaginer des solutions, oui, sachant que la première chose, déjà, c'est de quantifier le risque. Et donc, ça, comme l'a mentionné Emilia Sanchez, ce qui est très difficile dans ces études, c'est d'être capable d'aborder l'ensemble des disciplines nécessaires en fait pour quantifier ce risque.
Je prends un exemple. En fait, je vous ai expliqué quelques-uns des mécanismes par lesquels on pouvait rendre le décollage plus difficile. Et bien maintenant, il faut aussi qu'on ait des modèles qui nous prédisent comment vont évoluer les conditions climatiques sur les différents aéroports pour être capable de se dire, voilà, en 2030, quelles seront les températures moyennes, quels seront les pics de température auxquels on peut faire face. Et à partir de là, effectivement, on peut établir des modèles qui vont nous donner des tendances. Je vous en donne juste un exemple. Les études qu'on a pu réaliser montrent que lorsque les températures ne dépassent pas 37-38 degrés, la réduction de la masse embarquée est inférieure au %, c'est-à-dire à peu près négligeable. Lorsque les températures avoisinent les 47 à 48 degrés, c'est 5% de la masse maximum autorisée au décollage, ce qui veut dire 20% de la capacité d'emport d'un avion qu'il va falloir réduire pour qu'il puisse décoller dans de bonnes conditions. Emilia Sanchez, vous êtes spécialisée dans cette modélisation du climat, de son changement global, des pics de température, des dômes de chaleur comme ceux que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire on est au-delà des 45 degrés au sol. C'est quoi? Ça va concerner, allez, je vais être très cocardier, très franco-français, ça peut concerner les aéroports du sud de la France, par exemple? Oui, oui, malheureusement, oui. Ça dépend effectivement de la région qu'on va étudier, mais justement, on a initié des études sur les aéroports européens les plus importants dans le sud de l'Europe, que c'est bien évidemment la région la plus concernée. Et dans les aéroports en France, on est en train de travailler sur l'aéroport de Toulouse et de Paris. Et effectivement, ça peut concerner, on peut attendre des augmentations des températures extrêmes, parce que nous, on va bien évidemment cas extrêmes, c'est les cas dans lesquels l'avion peut devenir plus vulnérable. Et on peut subir des températures, selon nos projections climatiques, à l'horizon 2030-2050, de l'ordre de plus 3, plus 4 degrés, ce qui est très important. Et sur les turbulences, alors là c'est vraiment de la curiosité pure, c'est quoi, Emilia Sanchez? Pourquoi le réchauffement climatique crée plus de turbulences? Moi j'ai envie de mon confort quand je prends l'avion. Je le prends moins l'avion, mais quand même. Exactement. La turbulence, ce qu'on parle, c'est de la turbulence en ciel clair. Elle s'appelle turbulence en ciel clair parce que c'est une turbulence invisible, en fait. Elle est très difficile à détecter par les radars dans les avions. Et elle est responsable d'un grand nombre d'accidents, normalement qui ne sont pas très graves, mais qui ça peut devenir très grave. Et en fait, dans l'atmosphère, il y a des instabilités. Et quand l'avion rentre dans cette zone inestable, il s'agit de la turbulence. On peut aussi trouver des zones d'instabilité quand l'avion va passer sur une chaîne de montagnes, par exemple comme l'Himalaya. Et tout de suite, les pilotes vont nous demander effectivement de boucler la ceinture et de ne pas bouger. L'atmosphère, apparemment, la réponse, c'est ce qui donne les premières études de la turbulence, c'est que dans une atmosphère dans laquelle elle va être plus chaude, l'instabilité pourrait augmenter. On essaie de comprendre ce phénomène, mais ce qui donne les premières études, c'est que si on se base sur les projections qui donnent les modèles du climat à l'horizon 2050-2070, cette turbulence pourrait augmenter de façon considérable. Par exemple, les cas extrêmes pourraient augmenter plus de 100%, ce qui est un peu inquiétant. Dans une région qui a été étudiée, c'est la région nord-atlantique, une région qui est très très importante pour l'aviation. C'est un corridor qui est très emprunté par les avions, par exemple pour la trajectoire New York-Londres. Et dans ces régions-là, on pourrait subir des augmentations de turbulence, des cas extrêmes qui sont très importants. Nicolas Gourdin, c'est Airbus qui est vraiment à l'origine de cette étude, ou alors il y a d'autres constructeurs, d'autres acteurs du secteur aérien? Airbus est un des partenaires de cette étude. Après, effectivement, cette étude, elle est beaucoup plus large que simplement effectivement le CERFAX, l'ISAE Supaéro et Airbus, puisque on va travailler aussi avec l'ENAC, qui est une école qui forme notamment les pilotes ou les contrôleurs aériens. On va travailler également avec l'ONERA. L'ONERA, c'est quoi? L'Office national d'études et de recherche aérospatiale, qui est un grand organisme de recherche français qui coordonne justement une bonne partie des recherches dans le domaine aéronautique. Est-ce que c'est une préoccupation récente?
Alors, ce sujet en particulier, oui. C'est-à-dire que depuis très longtemps, l'aviation cherche quand même à réduire son impact environnemental. On a fait des progrès spectaculaires sur la consommation de carburant. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on a diminué de l'ordre de 60% la consommation par kilomètre passager, et ça à peu près en 60 ans. Et de l'ordre de 1%, 1,5% par an de gains. Bon, malheureusement, effectivement, il y a eu une croissance extrêmement forte du secteur, ce qui malheureusement se traduit effectivement par un impact global qui, lui, a eu tendance à augmenter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt de l'atténuation. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à limiter notre empreinte environnementale en améliorant la performance des moteurs, l'aérodynamique, en allégeant les avions, etc. Ouais. Et ça suffit plus. Et ben, en fait, on est rentré dans une nouvelle ère quelque part. Ce que montre ce programme de recherche, et on a nos homologues américains qui travaillent également sur ces questions-là, c'est qu'en fait, il va falloir maintenant s'adapter. C'est-à-dire que il y a eu une étude récente réalisée auprès des acteurs du secteur aérien qui a montré que 3/4 des acteurs, les compagnies aériennes, les aéroports, les États, commençaient à voir les effets du changement climatique ou anticipaient de les voir dans les années qui viennent. Et donc, en fait, ces phénomènes, malheureusement, vont se rencontrer de plus en plus souvent, vont s'accentuer, et donc il va falloir s'adapter. Alors, on parlait par exemple, tout à l'heure, vous mentionniez le risque aussi de submersion, par exemple, des aéroports. Alors, on a identifié à peu près 1200 aéroports qui se trouvent en zone de faible élévation côtière. Sur ces 1200 aéroports, une vingtaine des principaux aéroports de cette zone-là correspondent à peu près 20% du trafic mondial. Donc c'est assez énorme, c'est-à-dire un petit peu moins de 2% du PIB aussi, si on veut donner un ordre de grandeur. Et pour qu'on puisse adapter ces aéroports au risque de submersion à venir, même dans un contexte où le réchauffement est limité, ça va coûter à peu près 57 milliards de dollars. C'est-à-dire on va devoir construire des digues ou les déplacer, les déménager ailleurs. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et on voit l'usage, l'intérêt, l'importance d'une étude comme la vôtre. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à Smart Impact. On passe tout de suite à notre Smart Ideas avec une association à l'honneur aujourd'hui.